On commence tout de suite par les titres ce matin. Tout d'abord, les données professionnelles, les prévisions sur les statistiques du marché automobile américain devraient s'afficher en record. En effet, donc les données professionnelles pour le mois de décembre publiées hier devraient couronner une année 2015 record pour l'industrie automobile des États-Unis. En effet, qui ont profité de carburants bon marché, de conditions de crédit avantageuses et de la croissance modérée de l'économie américaine. Le mois de décembre devrait être le meilleur de l'année 2015 avec une progression à 2 chiffres en pourcentage selon les prévisions. Le chiffre record de 17,35 millions de véhicules vendus en 2000 pourrait même être battu. Pour information, Fiat Chrysler Automobile et Nissan ont notamment fait état respectivement pour le mois de décembre de ventes en hausse de 13% et de 19% par rapport à décembre 2014. C'est confirmé, Orange et Bouygues ont repris leur discussion en vue d'un rapprochement. L'opération, si elle se concrétisait, constituerait une première en Europe où aucune consolidation n'a jamais été conduite par un opérateur historique dominant. Objet de spéculation depuis plusieurs semaines, les discussions ont été officialisées par les deux groupes, notamment le PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui a dit qu'un éventuel rapprochement serait socialement irréprochable et que les discussions ne devrait pas durer au-delà de quelques semaines. Le rachat du troisième opérateur français par l'ancien monopole donnerait donc naissance à un nouveau géant contrôlant plus de 50% de parts de marché dans le mobile et le fixe. L'inflation de base dans la zone euro a ralenti au mois de décembre pour le deuxième mois consécutif. Selon l'estimation publiée hier par Eurostat, cela risque donc de compliquer encore la tâche de la Banque centrale européenne dont la politique de création monétaire massive semble toujours incapable de relancer la progression des prix. Les opposants à l'assouplissement de la politique monétaire espéraient une remontée de l'inflation de base, une mesure qui exclut les éléments volatiles que sont l'énergie et les produits alimentaires. Ce raisonnement finalement ne marche pas. En effet, l'inflation de base a commencé à diminuer, signe que la baisse des prix de l'énergie se diffuse rapidement au prix des biens et services. On va parler maintenant des marchés. Les marchés, on retourne sur notamment le CAC futur qui est en baisse ce matin, moins 0,11% à 4531 points. En effet, il faut noter qu'il y a des tensions géopolitiques, notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui impactent le pétrole, et aussi avec les nouveaux essais nucléaires nord-coréens qui impactent également les marchés. Donc voilà, on va faire tout de suite le morning trading avec vous, Aziz. On commence par le CAC 40. Oui, alors Lucie, le CAC futur qui est aujourd'hui attendu en baisse. On le voit bien à l'ouverture, on a ouvert un léger gap baissier, même si depuis l'ouverture de ce gap, on se reprend un petit peu. Mais à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis, et puis en Chine, surtout cette nuit, on a vu les indices asiatiques décrocher. Alors effectivement, vous veniez de le souligner, on a des tensions qui sont grandissantes géopolitiquement parlant. En Corée du Nord, des tests sur des missiles, on a les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui se poursuivent et qui continuent effectivement de peser sur les marchés. On a aujourd'hui une série de statistiques également qui peuvent être déterminantes. Alors ça va être les PMI en Europe, le rapport ADP sur l'emploi aux États-Unis, on aura la balance commerciale également. Bref, une séance, un calendrier économique qui sera très chargé. Mais globalement, la zone d'évolution potentielle pour le CAC futur aujourd'hui en tout cas risque d'être la même que celle d'hier, un peu plus large. Vous voyez bien que depuis le début de l'année, on a quand même une sorte de consolidation latérale qui est en train de se mettre en place entre les 4488 points et 4556. Je pense qu'on risque d'évoluer dans cette zone-là avec un léger biais baissier quand même. Je pense qu'on pourrait revenir chercher les 4488. Cela dit, on pourrait même aller sur un excès baissier vers les 4460. Mais globalement, on a vu, et on va en parler juste après, en Asie, une séance fortement baissière avec un Nikkei qui a décroché de plus d'1%. Donc effectivement, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on adopte le biais baissier maintenant? Est-ce qu'on attend la rupture des 4480, 4460? Je pense que
ça va dépendre du profil des investisseurs, de l'échéance de temps. Sur des opérations intraday, on peut éventuellement essayer de chercher un retour sur les 4540 points pour vendre. C'est la borne basse du gap ouvert aujourd'hui. Donc il faudra arbitrer. Sinon, pour des opérations plus longues, on peut dès à présent se positionner pour profiter d'un bon ratio risque-rendement. Alors on parle, donc ça c'était pour le CAC 40, maintenant on va parler des indices américains. Comment ça s'est passé hier sur les marchés américains, notamment le S&P 500? Alors on a bien vu, Lucie, à l'approche du seuil psychologique des 1994-2000 points, que le S&P avait réussi à amorcer un rebond. C'était lundi en fin de séance, on avait approché ce niveau-là et on avait entamé un petit rebond pour sauver les meubles. Hier, on voit bien que ce niveau-là a continué, enfin ce rebond plutôt s'est poursuivi. On cale néanmoins sous ce niveau des 2020 points. Je vous en parle parce que en ce moment, c'est vrai que c'est assez difficile de juger le potentiel de hausse du S&P. On a vu qu'on a bien tenu quand même ce niveau des 2000 points, des 1994 pour être plus exact. On voit bien que depuis, on a rebondi, mais on arrive sur un ancien support qui pourrait potentiellement faire office de résistance, puisqu'il a déjà fait office de résistance au mois d'octobre. La question est de savoir est-ce qu'on va caler sur les 2020 points et reprendre une orientation baissière à l'instar des indices mondiaux. On a bien vu en Asie la tendance baissière reprendre. Est-ce qu'on peut aller un peu plus haut? Parce que vous le voyez bien qu'on évolue depuis quasiment le début du mois de novembre, fin octobre, dans une sorte de canal à léger biais baissier. Donc on pourrait au mieux aller chercher la borne haute du canal vers les 2076 points. 2076 points, c'est le point de vente idéal sur lequel on peut se positionner. Alors est-ce qu'on va y aller ou pas? Ça va être assez important de surveiller ça aujourd'hui. Mais globalement, on le voit bien, on a quand même hier le S&P qui a calé sur les 2020 points et on pourrait décrocher dès l'ouverture puisque les futurs S&P étaient en recul de plus de 0,80% ce matin. On a aussi les minutes de la Fed ce soir, qui pourraient du coup aussi faire bouger les marchés américains en fonction de ce que l'on y découvrira peut-être. Oui, alors effectivement, les minutes de la Fed, ça va avoir un double impact. Ça aura un impact sur les indices américains, puisqu'effectivement, on le sait tous que à chaque fois, historiquement, qu'il y a eu relèvement de la Fed, on a eu une correction sur les indices américains qui pouvait atteindre 10 à 15%. Cela dit, on a également un impact sur l'euro-dollar, comme on le disait, puisqu'on voit bien que l'euro-dollar, qui a repris son orientation baissière hier, peut continuer à baisser, et notamment si l'on découvre que la Fed compte avoir un rythme de relèvement des taux plutôt agressif. On attend plutôt une hausse de taux tous les trimestres. Est-ce que ça va se confirmer? Est-ce que Janet Yellen va revoir sa stratégie? Alors c'est ce qu'on découvrira ce soir, en tout cas c'est ce qu'on essaiera de déchiffrer à travers le rapport du FOMC qu'on aura ce soir donc à 20h. Et on poursuit avec l'analyse du Nikkei, les bourses asiatiques qui ont notamment le Japon qui a décroché. Oui, alors le Nikkei qui perdait quasiment 1% cette nuit. Alors ce qui est intéressant, Lucie, c'est que même graphiquement parlant, on avait un niveau de support vers les 18 444 points. On a eu une rupture du support avant-hier. Dans la nuit, on a confirmé cette rupture. Vous voyez bien cette forte bougie qui indique qu'on a une pression vendeuse qui se poursuit. Alors ce qu'il faut faire sur le Nikkei, c'est attendre un éventuel pullback, une réaction haussière, un retour de confirmation sur les 18 444 points ou au plus proche pour se positionner vendeur avec un objectif vers les 17 775 points ou 17 400 en cas de rupture de ce niveau-là. Mais globalement, on va plutôt chercher un retour de confirmation sur cet ancien support qui va devenir résistance par principe de polarité et pour avoir un ratio risque-rendement, un point d'entrée idéal, puisqu'à ce moment-là, on pourra placer notre stop juste au-dessus vers les 18 500 points ou 18 510. Donc là, globalement, on est à peu près, sur tous les indices, on a quasi des stratégies à la vente, sauf sur le S&P où là, on peut avoir une stratégie donc du coup plutôt à l'achat. Alors, c'est vrai qu'on peut adopter des stratégies vendeuses sur l'ensemble des indices. Le S&P, pourquoi on ne l'adopte pas encore? C'est parce que... Pourtant, on est quand même sur des niveaux assez hauts. Oui, alors, on est sur des niveaux assez hauts. On a quand même fortement baissé depuis les sommets d'avril vers les 2135 points. On est quand même 135 points en dessous, ça fait à peu près 8%. Vous voyez bien qu'on est dans cette configuration, le S&P qui pourrait
éventuellement aller plus haut avant de décrocher. C'est ce qui sera intéressant, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui sera intéressant de suivre. On a quand même ce niveau à 2020 points qui peut faire office de résistance et donc on pourrait commencer à décrocher dès la séance d'aujourd'hui. Cela dit... Ça veut dire selon vous que les indices américains sont plus forts, plus résistants que l'ensemble des autres places mondiales? Alors, plus fort, plus résistant, oui, puisque quand on regarde le positionnement du S&P par rapport à ses sommets historiques, on voit bien que comparé au CAC 40 ou au Nikkei, on reste quand même proche, hein, on n'est pas si loin que ça, on doit être à une dizaine de pourcents des sommets historiques, donc on n'en est pas très très loin, alors que symétriquement le CAC 40 est un peu plus loin. Donc pour l'instant, les indices américains tiennent bien, mais je pense qu'il va y avoir de bonnes surprises en 2016, et notamment une correction assez marquée. Dernière question pour ceux qui sont vraiment des intradés, hein, ceux qui vont vraiment trader, investir sur la journée. Quel est l'indice le plus intéressant aujourd'hui? Ah bah ça, c'est en fonction de la liquidité. Je pense que c'est ce que les investisseurs recherchent. Je pense que les indices, les grands indices hein, qu'on connaît tous, hein, dont on parle quasiment tous les jours, le CAC 40, le DAX en Europe, l'Eurostoxx également, sont des indices très liquides et sur lesquels je pense que les investisseurs font une grande partie de leur trade. Après, symétriquement aux États-Unis, on a le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones qui attirent la plupart des investisseurs. Donc je pense que ces indices-là sont ceux que les investisseurs vont plus chercher à trader, puisqu'effectivement la liquidité qui leur garantit le débouclage de leur position, ça reste quand même un facteur assez important et assez majeur. Merci Aziz, on passe à la suite de Direct Marché.